Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule, le cadre du cours de statistique. Aujourd'hui, on étudie comment faire pour résoudre une situation problème. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on analyse une tâche, il ne suffit pas de simplement trouver la droite de régression et la considérer comme étant absolument vraie. Ainsi, dans certains problèmes, on vous demande de faire des prédictions ou des extrapolations, c'est-à-dire qu'on vous demande de déduire une valeur à partir de la droite de régression. Évidemment, on doit toujours s'assurer que la corrélation existe et donc que notre analyse statistique tienne la route. Pour s'en assurer, on évaluera trois éléments, soit la situation, la courbe et le coefficient de corrélation. Donc, autrement dit, est-ce que la situation est logique? Est-ce que, par exemple, c'est logique que ce soit linéaire ou est-ce que l'extrapolation est logique? Autrement dit, est-ce qu'on fait une étude entre les années 1980 et 1984 et on demande de faire une extrapolation en 2054? Donc, ça n'aurait pas d'allure, il y a trop d'espace entre les deux, donc là, ici, la prédiction n'aura pas de sens. On va aussi étudier la courbe. Donc, est-ce que la courbe forme réellement une droite? Donc, c'est bien beau d'avoir un coefficient de corrélation, mais on peut se rendre compte en étudiant la courbe que c'est pas du tout une droite en fait, donc que notre corrélation n'aura pas de sens. Et finalement, on va étudier le coefficient de corrélation pour voir si la corrélation existe, donc si l'intensité de la corrélation est suffisamment forte pour pouvoir avoir une évaluation juste de la situation. Dans chaque cas, on doit répondre à la question proposée. Pourtant, dans certains cas, le coefficient de corrélation ou la situation ne nous indiquera pas une intensité faible et donc ça va nous indiquer que la valeur obtenue n'est pas fiable. Cette information est un élément de réponse essentiel. Donc, on doit absolument spécifier que, bien qu'on ait obtenu la réponse, mais que cette réponse-là n'est pas fiable parce qu'il y a des raisons qui nous permettent de dire que c'est pas fiable. Donc, voici quelques étapes de résolution ici qui vont nous permettre justement de nous pister à travers le problème. La première, évidemment, lire le problème en entier et le relire si on en a besoin. Donc, d'aller chercher vraiment toutes les informations essentielles pour faire le problème. Si on a des tables de valeurs, bien c'est important que, dans le fond, de placer les coordonnées qui concernent la question dans un nuage de points. Ça va nous permettre, comme je le disais tantôt, d'avoir une visualisation de la situation et donc d'évaluer si, par exemple, j'aurais des points aberrants ou si mes points ne suivent pas une droite finalement, même si on pense que ça s'enlignait vers une droite. Truc pour déterminer la graduation des axes, chose que certains élèves ont de la difficulté. En fait, je vais prendre la valeur maximale moins la valeur minimale. Et là, je vais regarder le nombre de coches ou le nombre de carreaux que je vais avoir pour chacune des colonnes ou pour chacune des lignes. Ça va nous permettre d'avoir une coupure normale. Généralement, on préfère graduer par 1, 2, 5 ou par 10, 20, 50 ou par 100, 200, 500, etc. Dans le fond, l'idée, c'est juste que comme ça, on va avoir des données plus précises. On peut aussi faire une coupure d'axe pour débuter près de la valeur minimale. Ça va souvent être le cas quand on parle de date, par exemple. Donc, quand on a une valeur en année, ben c'est sûr et certain que généralement, nos années vont pas commencer à l'an 1 parce que l'an 1, on s'en fout un peu. Donc, à ce moment-là, c'est là où est-ce que je vais faire avoir une coupure d'axe pour m'assurer que mes données soient correctes. Et la graduation doit avoir des bons constants, évidemment. Donc, dans chaque graduation, je dois avoir la même valeur. Complétez les étapes pour déterminer l'équation de la droite à l'aide de l'une des méthodes enseignées, donc que ce soit la méthode intuitive, Mayer, par la méthode médiane-médiane ou par la calculatrice. C'est important, par exemple, d'identifier la méthode que vous avez utilisée. Donc, vous allez dire par la méthode médiane-médiane, ou par la calculatrice, on obtient tatata. Même si ce n'est pas demandé, tracez le rectangle autour du nuage de points afin d'en déduire le coefficient de corrélation linéaire. Même si ce n'est pas demandé, calculez le coefficient de corrélation linéaire à l'aide de la formule et qualifiez le sens de la corrélation. Cela apporte un sens à la réponse que tu vas trouver. Donc, autrement dit, comme je le disais tantôt, mon coefficient de corrélation va faire partie de ma réponse parce que ça me permet de voir si ma prédiction fait du sens. Ensuite, on va répondre à la question, donc substituer soit la valeur des x, soit y afin de déterminer l'autre variable. Et résoudre l'équation à l'aide d'un calcul.
Toujours utiliser le symbole environ égal, car c'est toujours une estimation en fait. Généralement, c'est pas la valeur précise parce que justement, on va avoir un coefficient de corrélation, on va avoir un nuage de points, donc c'est pour ça qu'on utilise le à peu près égal. Donner la réponse dans une phrase complète en justifiant si la réponse a du sens à l'aide du coefficient de corrélation linéaire. On va donc se donner un exemple de tout ça. Donc, un centre de recherche en écotoxicologie souhaite faire une étude entre la concentration du contaminant A et celle de la contamination B dans un milieu lacustre. En effet, les chercheurs soupçonnent que le contaminant A réagisse avec les minéraux contenus dans l'eau pour former le contaminant B. Déterminer la valeur de concentration du contaminant A et celle du contaminant B pour 37 ppm. Peut-être que ce numéro-là vous dit quelque chose. En fait, j'ai réutilisé un problème qu'on a déjà fait juste pour vous montrer à quel point le coefficient de corrélation est important dans cette situation-là. Donc, dans la section de la droite de Meyer, en fait, vous avez déjà déterminé le coefficient de corrélation entre les concentrations des deux contaminants. Et cette équation-là, c'était la concentration de B est égale à moins 0,4, la concentration de A plus 96,4. Donc, je me suis sauté une étape ici. Si je mets ça dans un nuage de points, eh bien déjà là, on peut voir que l'intensité de la corrélation n'est pas si forte que ça en fait. Donc ici, notre réponse, notre extrapolation ne sera pas nécessairement bonne. Pour aller valider notre corrélation, en fait, je vais aller calculer avec la calculatrice et les points qu'on me donnait au départ. Ça me donne un coefficient de corrélation qui est égal à moins 0,3. Ce qui veut dire qu'ici, dans le calcul, quand je vais remplacer ma valeur de 37 au niveau de ma concentration B pour aller déduire ma concentration A, ben, je vais devoir considérer justement le moins 0,3 qui est une corrélation qui donne une intensité nulle en fait. Donc, ça nous donne une valeur de 148,5 ppm, mais dans ma réponse, je vais parler du coefficient de corrélation. Donc ici, je vais dire, ici, on voit que la corrélation a une intensité nulle, c'est ce qu'on voyait dans le graphique. De plus, le coefficient de corrélation est de moins 0,3, ce qui confirme l'intensité de la corrélation. L'équation nous donne donc 148,5 ppm, mais cette valeur ne fait aucun sens considérant que la faible intensité du coefficient de corrélation. Vous voyez donc ici que la réponse ne suffit pas à elle seule. Il faut aussi traiter du sens de la question pour voir si notre réponse fait du sens, autrement dit, si l'intensité de notre corrélation est suffisante pour pouvoir avoir une valeur qu'on va juger valable. C'est ce qui m'a fait à cette capsule. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.